Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette présentation. On va être ensemble pendant les 30 prochaines minutes. Et je vais me baser sur cette promesse où je vais essayer de vous expliquer comment on va pouvoir utiliser la puissance de l'IA avec un objectif qui est de pouvoir optimiser les expériences utilisateurs. Alors effectivement, on est tous confrontés aujourd'hui à créer les meilleures expériences utilisateurs possibles et imaginables. Et avec l'arrivée de l'IA, on se pose la question de savoir comment je peux l'utiliser, à quel moment et à quel endroit ça peut être utilisé, qu'est-ce que ça peut m'apporter et est-ce que ça peut être vraiment un ajout à ma stratégie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de voir ensemble. Au début, je vais parler peut-être un petit peu plus de contexte et de technique. Et puis, vers la fin, on va parler réellement cas concrets. Et on regardera en particulier les cas Dyson et les cas Five Guys. Et puis, je vous ferai une petite démonstration aussi de quelques générations de contenu dynamique avec de l'IA. Et puis, bien sûr, à la fin, on ouvrira le micro pour des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, évidemment, à m'en poser. Voilà, on est parti, c'est le programme. Je m'appelle Jimmy Barins, donc moi je suis le patron technique avant-vente pour la société Yext. Et je m'occupe de toutes les équipes au niveau international, Europe et Japon. Et si à la fin de l'événement vous voulez aussi profiter et avoir plus d'informations, nous avons également un stand en bas et donc vous pouvez rejoindre nos équipes et poser toutes les questions qui vous intéressent. Voilà, ça c'était la minute réclame. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, c'est que déjà, il faut repartir sur ce qu'est une expérience digitale. Une expérience digitale moderne, aujourd'hui, elle est composée de trois grandes choses. D'abord, et ça paraît une évidence, mais un socle de données, donc la data, qui va vraiment être au cœur de tout le système. Et pour ceux qui étaient hier et qui ont pu suivre la keynote qui a été faite par Christian Ward de Yext également, il a bien fait comprendre qu'aujourd'hui, votre problématique avec l'IA, ce n'était pas l'IA, c'est votre problématique de données. Il faut avoir de la donnée de grande qualité, il faut avoir de la donnée complète, il faut avoir de la donnée pertinente. Donc, première couche qu'on va avoir, c'est s'occuper de la donnée. Une fois qu'on a de la donnée, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? Eh bien, on va l'exploiter grâce à l'intelligence artificielle. Mais là, va se poser un certain nombre de problèmes pour vous, c'est quelle intelligence artificielle? Pourquoi faire? Dans quel contexte? Est-ce que j'achète cette intelligence artificielle et j'oublie après et elle tourne toute seule? Ou est-ce que je dois au contraire m'investir dans cette intelligence artificielle pour qu'elle donne le maximum d'elle-même? Et puis enfin, on a une couche qui est la dernière couche, qui va être la couche d'expérience, où on va avoir l'expérience utilisateur, l'expérience de navigation, de parcours client. On ne va pas parler de cette couche-là aujourd'hui, on va uniquement se focaliser sur la donnée et sur l'IA. Alors commençons par la donnée. Souvent, on se dit, bon, bah, la donnée, oui, ok, j'ai des bases de données, j'en ai partout, je sais faire de la donnée. Pas tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, votre première question, c'est d'abord, identifier où se trouve votre donnée. Deuxièmement, une fois que vous l'avez identifié, quelle est la donnée qui est importante pour mon business et quelles sont les données publiques que je veux publier le plus largement possible sur tous les canaux de distribution pour que mes clients me trouvent mes produits, mes services, mes points de vente. Et ça, c'est facile à dire, c'est un petit peu plus compliqué à faire parce qu'il y a souvent un historique et que cet historique n'a pas forcément généré le niveau d'information et la qualité d'information que nous espérons. Donc là, on a un exemple où on part du point de vente. Très bien, mais on s'aperçoit que pour être complet, quand on parle à un client, eh ben, il faut pouvoir aussi parler de ses produits, de ses services, de ses catégories, pourquoi pas éventuellement de toute information complémentaire qui viendrait aider le client dans sa démarche. Et là, vous allez me dire, bah oui, bon, moi j'ai tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas faux, mais généralement, ça réside dans plusieurs bases de données. Il y en a certaines qui sont très vieilles, il y en a certaines qui sont très jeunes, il y en a qui sont modernes, il y en a qui sont moins modernes. Et puis, vous n'avez pas toujours à nouveau une qualité d'information très, très, très bonne. Et en fait, il y a un dernier point, c'est comment j'organise cette information pour qu'elle soit pertinente. Parce qu'à nouveau, avoir de l'information brute, c'est intéressant, mais de l'information non structurée, non organisée, non préparée pour de la recherche ou non préparée pour être exploitée à grande échelle et donc être visible par tous les utilisateurs, c'est un autre challenge. Et c'est pour ça qu'ici, là, on parle vraiment de données contextualisées. C'est-à-dire qu'on va prendre toute votre donnée, quelles que soient les différentes sources d'informations que vous allez utiliser, et on va la structurer. Quand je dis structurer, c'est à la fois dans sa partie technique, on va s'assurer qu'elle a le bon format, mais on va aussi s'assurer qu'elles sont connectées entre elles et qu'il y ait du contexte. Un exemple, j'ai une offre. Cette offre est valable uniquement ou contient 3 produits. Donc j'ai 3 produits dans une offre, et cette offre n'est valable uniquement qu'en Île-de-France. Ce que je viens de vous dire, ça m'a pris 5 secondes pour l'exprimer. Sauf que vos données aujourd'hui ne sont pas capables de représenter ce que je viens de dire.
parce que vous avez les produits dans une base de données, vous avez les offres dans une autre, et vous avez les locations et les points de vente dans une autre. Et bien en fait, il faut que vous ayez aujourd'hui une structure de données qui soit suffisamment puissante pour pouvoir représenter ces événements contextuels. Parce que demain, si je vais dans un point de vente en Ile-de-France, eh ben, je vais pouvoir vous dire, au-delà de vous répondre, voilà le point de vente que vous cherchez, il y a une offre en cours qui contient ces produits. Vous ne me l'aviez pas demandé, mais je vous ramène quand même l'information. Parce que moi, je veux vous inciter à acheter ou à venir en magasin. À l'inverse, j'adore ce produit, je cherche ce produit, vous me répondez avec le produit, très bien, mais maintenant je vais pouvoir vous dire, ah mais j'ai vu aussi que vous étiez en Ile-de-France, by the way, il y a une promotion en ce moment sur ces magasins, dont ce magasin à côté de chez vous. Vous voyez l'idée du contexte de l'information quand on connecte l'information entre elles. Donc ce n'est pas le tout d'avoir de l'information en masse et en quantité et en qualité, il faut aussi l'organiser. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous, c'est faites attention, focalisez sur votre donnée, qualité, complétude et organisation de la donnée, préparée pour l'usage qu'on en a, c'est-à-dire préparée pour être consommée par nous, consommateurs, utilisateurs, prospects. C'est très important. Le cœur de la présentation, c'est l'IA. Alors là, j'ai mis un exemple, il en existe 25 des exemples comme ça, je ne vous demande pas de lire, il n'y a pas d'interro à la fin. Mais c'est pour vous donner un exemple d'IA, de type d'IA qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est des IA verticalisées ici. Donc on va avoir de la finance, on va avoir du healthcare, on va avoir du retail et ainsi de suite. Ça, je l'ai fait, la photo, il y a 2 jours. Peut-être que ça a déjà changé depuis. Le point de ce slide, ce n'est pas pour que vous regardiez tout ça le détail, hein, c'est pour que vous vous disiez, OK, j'ai un problème, c'est qu'il n'y a pas une IA, mais il y en a des milliers d'IA. Donc comment je fais moi pour m'y retrouver dans toutes ces IA et choisir le ou les bonnes IA pour mon problème, pour mon business, pour mon cas d'usage que je cherche à résoudre. Et donc justement, vous allez être confronté à cette problématique de choix de l'IA. D'accord ? Et donc là, il faut s'intéresser. Et donc là, il va y avoir un effort de votre part à s'intéresser à l'IA. Et pas juste essayer de la comprendre, mais vraiment aller plus loin pour voir ce que ça peut faire pour vous. Et donc ça va vous aider à peut-être choisir le ou les meilleurs modèles qui vont être possibles à ce niveau-là. Et puis aussi de regarder tout de suite rapidement l'intégration par rapport à votre environnement IT. Alors, quand on est, on va revenir en arrière, quand on est dans le choix de l'IA, on a 3 options. On a soit je construis mon IA de zéro, parce que je veux faire un truc sur mesure, et c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, techniquement, si vous avez un IT fort ou un partenaire fort, il peut complètement vous aider à construire une IA. Aujourd'hui, on a les briques de Lego qui sont capables de faire ça. Par contre, l'avantage de ça, c'est que vous êtes 100% en contrôle de l'algorithme et 100% en contrôle de la façon dont les données sont exploitées. Par contre, c'est 100% d'effort, c'est très long et c'est très cher. Donc c'est faisable, il n'y a pas de problème, c'est une première option. La deuxième option, c'est vous pouvez emprunter une IA. Alors ça veut dire quoi emprunter une IA ? Ça veut dire prendre une IA du marché, une IA non commerciale, il en existe beaucoup aujourd'hui, sur lequel vous allez pouvoir gagner du temps parce que vous allez vous appuyer sur une IA qui a déjà été créée, mais vous allez créer votre propre IA en utilisant une IA de base. Donc vous allez prendre une IA du marché en open source et vous allez l'entraîner avec vos données. Et vous allez en faire une IA propre à votre marque. L'avantage de ça, c'est que ça va beaucoup plus vite parce que vous évitez toute la partie algorithmique, création et ainsi de suite. Vous allez être assez peu en contrôle de l'algo parce que vous allez juste pouvoir l'influencer par rapport aux données que vous allez lui donner à apprendre. Mais vous avez le contrôle 100% sur la donnée. Et au niveau effort, c'est à peu près 70% d'effort. C'est un peu moins cher et c'est un peu moins long. Et puis enfin, il y a la dernière solution que beaucoup aujourd'hui utilisent, c'est d'acheter des algos sur étagère. C'est ce qu'on fait avec ChatGPT, avec Bard et avec les autres. D'accord ? Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve une IA qui semble nous convenir, on l'achète, on l'intègre, et une semaine après, on a un truc avec une IA qui tourne. Alors c'est hyper rapide, c'est pas très cher, puisqu'en maintenant on est sur un phénomène de masse et de volume, et un phénomène de commodité qui fait que le coût de l'IA est de moins en moins important. Par contre, zéro contrôle sur l'algo, et assez peu de contrôle sur l'enrichissement de cette IA par rapport à vos propres besoins. Quand je dis propres besoins, c'est quoi ? C'est quand on est une marque, on a un ton, on a une façon de parler, on a une façon de s'exprimer, on a une façon d'expliquer les choses, on a une façon de faire du support, on a une façon de faire des blogs, des articles, et ainsi de suite. Et on a aussi une gamme de produits particulière dans un environnement vertical particulier, et ainsi de suite. Donc ça, vous allez avoir beaucoup moins de contrôle sur ces choses-là. Donc vous voyez qu'on a 3 options. Je construis 100% de contrôle, j'emprunte moins de contrôle mais plus rapide, j'achète très rapide mais pas beaucoup de contrôle.
Donc c'est un vrai choix qu'il va falloir vous poser à un moment donné, parce que suivant ce que vous voulez obtenir de ces IA, il va falloir prendre cette décision. Et à nouveau, peut-être que vous n'avez pas besoin que d'une IA, peut-être que vous avez besoin de 2 et de 3 IA. Peut-être une, vous allez l'acheter pour récupérer par exemple côté OpenAI, le côté conversationnel extrêmement puissant de ChatGPT, très bien, plutôt qu'orienté chatbot, pourquoi pas. Et vous voulez une autre IA par contre pour pouvoir répondre efficacement aux questions de support. Et là, vous êtes dans un métier tellement spécifique qu'il va falloir travailler sur vos données, travailler sur un algo spécifique qui soit à vous. Donc vous voyez que vous avez un ensemble de choix qui se présentent à vous, mais ce que vous commencez à comprendre, c'est qu'il va y avoir un investissement de votre part qui n'est pas nul. Il va falloir vraiment, à un moment donné, prendre à bras-le-corps la problématique de l'IA, de se poser les bonnes questions sur les cas d'usage que vous allez utiliser et à quel endroit vous avez besoin de l'IA. Alors on l'a vu tout à l'heure, on avait la partie choisir, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est souvent l'erreur que font beaucoup de marques, c'est j'ai choisi l'IA, on l'a mis en prod, bye bye. Non, c'est que le début en fait. À partir du moment où vous avez fait le choix d'IA, c'est que le début de l'histoire. Et là maintenant, il va falloir se poser la question de comment gérer l'IA. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à l'alimenter, il va falloir continuer à la nourrir, il va falloir continuer à l'améliorer, il va falloir continuer à lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc il y a toute une partie formation, vous connaissez les concepts de machine learning, ça c'est de l'automatisation, mais il y a de l'humain derrière. Et ça c'est très important que l'humain participe à l'amélioration constante de l'IA. C'est là aussi où il va falloir lui donner de plus en plus de données pour pouvoir nourrir cette IA, pour qu'elle puisse répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Et il va falloir à un moment donné s'investir pour devenir un expert dans l'art du prompt. J'imagine que vous avez déjà entendu ce joli mot, qui est un mot très technique à la base, mais qui est devenu maintenant très commun. C'est en fait cette capacité à décrire ce que vous attendez de l'IA, mais il y a un art, il y a une technique, il y a des choses qu'on doit apprendre pour pouvoir faire des prompts de qualité, parce que la même IA peut vous donner un résultat totalement catastrophique parce que vous l'avez mal guidé, lui avez mal expliqué ce que vous attendez de cette IA. Donc il y a vraiment aussi un travail de votre part à comprendre comment je maîtrise l'IA, comment j'interagis avec cette IA et qu'est-ce que j'en extrais. Donc ça, c'est un point important. Et puis enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute l'amélioration continue. Parce qu'on n'est qu'au début d'un cercle. Et ce cercle est permanent. C'est une histoire sans fin, en fait, maintenant, avec l'IA. Il va falloir l'améliorer, vérifier les résultats, l'améliorer, vérifier les résultats, au point qu'à un bon moment, l'IA va devenir extrêmement puissante, extrêmement pertinente. Et c'est ce que vous cherchez aujourd'hui à obtenir. C'est le rêve que l'IA vous a vendu, mais il y a des étapes pour y arriver. Je parle avec beaucoup de clients en avant-vente aujourd'hui, et il y a un petit côté Harry Potter magie avec l'IA. Non. Je suis désolé, il n'y en a pas. Il va falloir travailler. Il va falloir se poser les bonnes questions. C'est comme un autre projet. Il n'y a pas de changement. C'est juste qu'on a une nouvelle technologie qui est extrêmement puissante, qu'on peut effectivement maîtriser, sur lequel on peut obtenir des résultats incroyables, mais il faut s'investir, il faut travailler, il faut rajouter de la donnée, il faut la connecter, il faut apprendre à parler avec cette IA. Et ça, c'est quand même hyper important. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, si le clicker voulait bien, voilà. On va regarder les différents cas d'usage de l'IA dans l'environnement de la mise en place d'un parcours client. Première chose auquel on ne pense pas toujours, on peut utiliser l'IA pour nettoyer la donnée, pour pouvoir vérifier la donnée. Je vous donne un exemple. Vous me donnez les coordonnées d'un point de vente avec une adresse et des coordonnées GPS. Eh bien, on va pouvoir demander à l'IA de vérifier que cette adresse correspond bien aux coordonnées GPS, que cette adresse est toujours valide. Bah oui, parce qu'on change le nom des rues assez souvent en France, et ainsi de suite. Donc il peut y avoir tout un travail demandé à l'IA d'analyser la donnée en amont pour qu'elle corresponde au bon formatage de cette donnée, à la bonne structure de cette donnée, et que cette donnée soit au meilleur de sa forme et de sa qualité. Donc on peut industrialiser le nettoyage, l'amélioration et la structuration d'une donnée en utilisant l'IA. C'est le premier cas d'usage, avec l'avantage d'importer beaucoup plus rapidement la donnée, sans intervention humaine, et donc de le faire en volume, et d'avoir une qualité au final qui sera bien améliorée. Deuxième point, c'est tout ce qui va être de structurer l'information, c'est-à-dire qu'on va la prendre et on va la rendre intelligente, on va lui rajouter du contexte. On va dire, bah voilà, cette information que je viens de récupérer, c'est une adresse. Cette information, c'est un numéro de téléphone. Donc le fait de typer l'information va donner de la valeur à cette information. C'est aussi là qu'on va la contextualiser, comme dans l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord ? C'est là où on va avoir évidemment de l'ajout de la valeur, côté SEO, côté schema.org. Toutes les techniques de SEO aujourd'hui que vous connaissez peuvent être, pour le coup, en partie, pas mal déléguées aux IA. C'est-à-dire que vous pouvez demander, voilà, je vais rédiger un article,
au-delà du texte qui va être généré, je veux que cet article soit optimisé d'un point de vue SEO pour qu'il remonte dans les moteurs de recherche. Et bien, ça veut dire que le balisage de cet article, vous pouvez demander à l'IA de travailler sur le balisage de cet article. Donc ça, c'est aussi intéressant. Enfin, on va avoir générer et enrichir. Ça, c'est peut-être la partie que vous voyez le plus aujourd'hui dans l'IA. C'est de vous dire aujourd'hui, j'ai un début d'information sur mes points de vente, sur mes produits, mes services. Je voudrais en créer beaucoup plus, mais malheureusement, je n'ai pas de personnes ou de ressources chez moi pour écrire ces descriptions produits, pour écrire cette offre, pour écrire ce blog, pour écrire ce post, pour répondre aux avis. Et bien en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la partie qu'on voit de l'IA, c'est qu'on va pouvoir générer de façon massive et industrielle des contenus en fonction de ce qu'on va lui demander de faire. Et donc, effectivement, on va pouvoir créer du contenu additionnel, on va pouvoir assurer la complétude des informations, et vous savez que c'est très important pour les moteurs de recherche pour pouvoir répondre correctement aux questions que les utilisateurs se posent, répondre aux avis. Je sais que c'est un enjeu pour beaucoup d'entre vous. Vous avez envie de répondre aux avis, mais vous n'avez pas de ressources pour pouvoir le faire. Et quand je dis pas pouvoir le faire, c'est pas pouvoir le faire de façon automatisée. Parce que automatiser une réponse aux avis en répondant toujours la même chose, c'est pas une bonne pratique. Il ne faut pas faire ça. D'abord, nous, on le voit, on n'est pas complètement cons, on voit bien que c'est toujours le même message. Et en plus, Google déteste ça. Donc, il ne faut pas faire ça non plus. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut répondre à tous les avis en ayant une personnalisation des avis. Bon, bah, moi, je n'ai pas 100 personnes pour répondre à mes 2000 avis par minute. Donc, l'IA peut aider à répondre, à faire ça. C'est intéressant. Après, on a, et ça on l'oublie aussi, utiliser l'IA pour cruncher la data, pour analyser la data, pour essayer d'extraire des tendances de la data. C'est intéressant, par exemple, dans notre plateforme, nous aujourd'hui, quand vous faites des recherches, tous les mots sont logués, indexés, et donc on va pouvoir détecter des tendances. Par exemple, on va détecter peut-être qu'il y a 12 façons différentes de poser la même question, mais avec des termes différents. Et bien là, on va créer ce qu'on appelle un cluster, où on va découvrir qu'il y a un type de question qui est posé de façon très différente et on n'a pas la réponse aujourd'hui dans la base de données. Ça, c'est très important pour les marketeurs de découvrir qu'il y a un trou dans la raquette. Et à ce moment-là, l'IA m'a aidé à détecter quelque chose que j'aurais pu le trouver, mais j'aurais mis peut-être des heures et des jours à détecter ça. Alors que là, j'y vais une fois par semaine, le truc me dit « Ah tiens, il y a 3 tendances là, qu'est-ce que t'en penses ?» Bon, les deux là, je les couvre déjà bien. Celle-là, par contre, je ne l'avais pas vue. Ah, super. Là, l'IA, c'est un vrai copilote, c'est un vrai assistant qui va nous aider. Donc là, vous avez vraiment des choses très importantes, à mon avis, à faire à ce niveau-là. Et enfin, et ça c'est une autre partie visible de l'IA aujourd'hui, c'est toute la partie recherche, toute la partie conversationnelle. On sait que depuis longtemps, il y a des algorithmes d'IA en langage naturel qui vous permettent de mieux comprendre l'intention, votre intention, quand vous exprimez une question. Avant, en fait, on avait accepté de descendre au niveau du mot-clé parce que c'est ce que le moteur de recherche comprenait. Donc on s'était adapté à la limite du moteur de recherche. On était bien sympa en fait, parce que nous on sait parler, on sait s'exprimer, on a du vocabulaire. Et avant, jusqu'à maintenant, on a un moteur de recherche, on avait réduit notre vocabulaire et on parlait par mots. C'était un peu bizarre, mais c'était comme ça. Là maintenant, on peut revenir en mode naturel, exprimer ce qu'on a envie et ce qu'on recherche. Et là maintenant, les IA sont capables de comprendre l'intention derrière les mots. Et donc ça change tout en termes de qualité de recherche, en termes de pertinence de la réponse, parce que si je comprends bien la question, je peux y répondre. C'est un peu une lapalissade, mais c'est très important de bien comprendre la question. Et quand je dis y répondre, c'est pas me ramener 662 762 réponses sur 14 000 écrans. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir au maximum 4-5 réponses, et en plus mis dans l'ordre qui va bien, et pourquoi pas avec un petit commentaire pour m'expliquer comment je dois lire le résultat. C'est ça que j'attends, parce que moi, j'ai pas envie de lire toutes les millions de réponses. Donc j'ai envie d'aller vite et j'ai envie d'avoir le résultat qui m'intéresse. Alors voilà les 5 choses qu'on va retrouver dans les usages de l'IA que vous pouvez aujourd'hui mettre en place au sein de votre entreprise pour aider au parcours client. Alors rappelez-vous bien de tout ça parce qu'on va s'en resservir maintenant qu'on va regarder les cas clients. Premier cas client qu'on va regarder, c'est Five Guys. Je pense que tout le monde connaît Five Guys. Pas mauvais au niveau hamburger, un peu cher, mais très sympathique. Et donc on va regarder un petit peu très rapidement ce qui se passe. Là, j'ai enregistré en fait une recherche toute bête sur Google, où là, je cherche effectivement un point de vente en particulier, ou en tout cas un Five Guys pas trop loin de là où je suis. Donc là, on va aller un petit peu aux États-Unis. Et là, on va retrouver effectivement sur la partie droite ce qu'on appelle la knowledge card, vous savez, de Google. Mais en fait, regardez par exemple cette description que vous voyez là. Ce n'est pas un humain qui l'a écrit. Cette description, elle a été complètement automatisée par une IA. Et ça, c'est intéressant de pouvoir, à échelle, faire ce genre de choses.
Et c'est un des exemples qu'on va avoir. Un autre exemple ici, ça va être les avis. Ici, ce sont des avis qui sont automatiquement, on va récupérer évidemment les étoiles et le verbatim. Et là, on va pouvoir automatiquement proposer des réponses à ces avis. On va demander à un humain de vérifier, parce que c'est toujours important pour qu'un humain vérifie. Mais néanmoins, on lui aura mâché le travail. Ce qui fait qu'en termes de productivité, il va vraiment pouvoir aller beaucoup plus vite pour pouvoir répondre à des volumes très importants à ce niveau-là. Donc là, on va aller maintenant sur le site web, et on va aller sur la page en particulier de ce magasin. Et là, on va voir, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la description qu'il y a sur la Knowledge Card n'est pas la même description qu'on va avoir ici. C'est encore une autre description qui a été générée. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir aussi varier les choses et pouvoir peut-être dans une page locale, quand on définit ou on présente un magasin, aller plus loin dans la description. Ici, vous voyez qu'on a aussi des petits articles qui expliquent l'histoire de la marque. Une partie de ces articles ont été assistés par l'IA pour pouvoir le rédiger. Alors vous allez dire, un humain aurait pu le faire. Oui, oui, ça c'est sûr. C'est juste que là, imaginez que Five Guys, c'est des centaines de magasins et qu'il faut le faire à échelle. Et quand j'ouvre un nouveau marché, c'est intéressant de pouvoir aller très vite. Ça peut être aussi la personnalisation, parce que là, les textes sont assez génériques, mais on pourra avoir des textes qui sont 100% personnalisés par rapport à ce point de vente, par rapport au lieu géographique où il se trouve, peut-être par rapport aux activités autour de ce point de vente, et ainsi de suite. Donc là, on peut vraiment industrialiser une partie du travail en se faisant assister par une IA au niveau de cet environnement-là. Premier usage que je voulais partager avec vous. Deuxième usage qu'on va regarder, c'est Dyson. Vous connaissez très très bien Dyson. Super, mais un peu cher aussi. C'est un peu comme Five Guys, mais un positionnement différent. Donc là, on est sur le site de Dyson. Et là, on va aller plutôt sur le moteur, vous voyez, de recherche en haut à droite qu'on voit ici. Et là, on va exprimer une recherche. On va aller voir le supersonique. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent. Et donc, là, on voit tout de suite déjà qu'il y a une bannière qui est apparue dans les réponses. Là, on est sur un moteur de recherche. On est sur des réponses. Mais ces réponses sont non seulement d'abord hyper pertinentes, puisque c'est ce que je cherche, mais en plus, les recherches que je fais, je peux les compléter. Donc là, maintenant, c'est plus le supersonic, mais le filter qui m'intéresse. Vous avez vu que la bannière a changé. Il a compris qu'on parlait des spare parts, des pièces détachées. Donc, il a changé la bannette. Et puis là, on va faire un exemple qui est plus orienté, je dirais, support. Et donc là, je vais lui demander, voilà, quel est le meilleur air dryer. Et là, il m'a extrait une partie de texte automatiquement qui existait par ailleurs dans la base de données, dans le site web, ou moi, pourquoi pas dans le PDF qui expliquait le document, parce qu'il a répondu directement à ma question. Et puis là, on a été encore plus loin. Je dis, OK, c'est bon, je l'ai aidé maintenant, le supersonic, tu me l'as vendu, super. Maintenant, j'ai besoin de le nettoyer. Et bien là, on voit qu'effectivement, il me dit directement, plutôt que de me répondre du texte, il m'envoie sur une vidéo qui est un how-to, qui est exactement ce que je cherche. Donc, l'IA m'a permis de comprendre l'intention derrière la question que je venais de poser, et en fonction de l'intention que je venais de poser, à adapter le type de réponse. Vous avez vu qu'on a eu des réponses très classiques e-commerce au début, après on a eu des réponses qui étaient plus orientées extraction de texte, et à la fin on a eu une réponse qui était plus orientée vidéo. Et là, un autre exemple, ici, on est donc sur la fiche à nouveau du supersonic, et vous voyez cette étapes ou cette astuces pour pouvoir vraiment gérer le raccordement alors je ne sais pas comment on l'appelle, le flyaway. Et en fait, ici, ces 7 étapes ont été générées par IA. On lui a expliqué, on lui a donné, on l'a nourri avec toute la doc qui existait, et on lui dit, est-ce que tu peux m'écrire 7 astuces pour pouvoir faire cette chose-là. Et ce contenu est généré par de l'IA. Donc vous voyez un autre exemple. Donc là, vous avez vu de l'IA dans le search, vous avez eu de l'IA dans la compréhension de ce que je posais comme question, de l'IA dans la génération de contenu, de l'IA sur la réponse aux avis. Donc on retrouve un petit peu tous les scénarios dont je parlais tout à l'heure. Alors là, on est live, vous pouvez aller sur ces sites, ils sont live, il n'y a pas de problème, vous retrouverez exactement la même aventure. Moi, ce que je voulais faire, c'est vous présenter autre chose. Là, on est dans la plateforme Yext. Donc là, vous imaginez, vous venez d'acheter Yext et vous êtes en train de mettre en place Yext, et on vous a vendu les vertus de l'IA, et en particulier de la génération de contenu. Imaginez que vous êtes une chaîne hôtelière, et là, vous avez l'intention de créer des milliers de pages d'intention destination, c'est-à-dire le Stade de France, c'est préparé pour les JO, c'est ce genre de choses. Mais j'ai personne pour écrire toutes ces pages. Ce sont des pages SEO que je veux créer à échelle pour pouvoir intercepter le besoin des utilisateurs. Vous voyez qu'ici, là, je demande à créer une nouvelle page de destination en mettant que le sujet. Je n'ai écrit que Stade de France. On est d'accord ? Et bien derrière, nous, on a préparé en lui disant, quand on te demande de créer une nouvelle page destination, automatiquement, tu vas me créer un nouvel objet
qui s'appelle Stade de France, tu vas reprendre le nom qu'on t'a tapé, voilà l'objet qu'on vient de créer, et je vais te demander de me faire une description relativement longue et une FAQ de 10 questions, tout automatisé, aucune intervention humaine. C'est ce que vous voyez ici. Voilà la génération qui vient d'être faite. On a un titre, on a une métadescription, on a le cœur de la description. Tout ça a été généré automatiquement par l'IA. Et en bas, on va scroller, on va aller voir un petit peu. 10 FAQ qui ont été générés automatiquement par rapport à ce point de destination. Donc vous imaginez ce que je viens de vous faire voir là, avec vos données, avec votre ton, avec votre personnalisation. Là, je viens de créer le contenu qui va nourrir une nouvelle page optimisée SEO, donc il va pouvoir optimiser et intercepter un utilisateur qui va dire « Je cherche des hôtels près du Stade de France ». Là, je viens de faire une page 100% dédiée à une requête non brandée. Je n'ai pas dit telle chaîne d'hôtels ou telle chaîne d'hôtels. Mais moi, en tant que chaîne d'hôtels, je veux vous intercepter si vous cherchez des hôtels près du Stade de France. Et bien, le contenu que vous venez de voir, 100% généré par de l'IA, en l'occurrence ici, c'est du chat GPT, qui est intégré dans la plateforme Yext. Donc voilà un exemple réel de ce qu'on peut faire avec le mariage entre des données de qualité, une infrastructure de données intelligente et contextualisée, et de l'IA qui va venir compléter, aider, assister à la création de contenu en masse, de façon à vous permettre d'augmenter votre présence, votre halo de présence, au-delà de votre nom, au-delà de vos magasins, au-delà de vos produits et de vos services, et d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On enchaîne et on regarde un petit peu les résultats. Alors, on a vu tout à l'heure, on a parlé de Five Guys. Quels ont été les résultats, en fait? Les résultats, c'est qu'à partir du moment où on a assuré la complétude de tous les champs que, en particulier, Google souhaitait par rapport à chacun des magasins, on a vu un bond de 61% d'augmentation du nombre de clics à partir des listings. Ça veut dire que quand vous faites l'effort de bien remplir vos listings, c'est vos fiches d'identité de chaque magasin dans Google et dans les autres moteurs de recherche ou réseaux sociaux. Si vous remplissez correctement et complètement, vous voyez qu'il y a un impact direct. Deuxième impact, on voit aussi qu'on a réussi à intercepter 33% de plus de requêtes non brandées. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Five Guys. Mais si je cherche burger de luxe, ce genre de choses, je vais intercepter l'utilisateur grâce à mes pages SEO que j'ai mis à échelle. 33%, c'est pas rien, parce qu'après, vous rajoutez un taux de conversion et on est en train de parler de beaucoup d'euros. D'accord ? Et enfin, on l'a vu aussi, c'est le nombre d'impressions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est remonté dans les résultats de recherche de Google sur les réponses non brandées. À nouveau, on ne parle pas de Five Guys, mais quand je tape aujourd'hui burger de luxe à Paris, par exemple, on va remonter dans la première page. Et pas forcément en première position, parce que ça, le mythe de la première position, on peut en parler pendant des heures. Mais néanmoins, le tout, c'est d'être dans la première page, c'est d'être dans la bagarre, et c'est d'intercepter et d'être meilleur que les voisins. Au-delà du ads, là on parle bien de l'organique, dans les résultats organiques. Donc voilà des résultats qui sont plutôt quand même très intéressants en ayant utilisé Yext, la plateforme Yext, avec ses outils listings, reviews, mais aussi en mariant ça avec l'environnement d'IA. Et donc on va retrouver nos petits, puisqu'on a utilisé ces 4 choses-là dans l'environnement Five Guys. On a nettoyé en amont la donnée qu'ils nous ont donnée, parce que cette donnée était relativement ancienne et venait d'un système qui n'était pas toujours, je dirais, récent et moderne. Donc on a nettoyé, on a vérifié, on a structuré. On a transformé en mettant dans le Knowledge Graph, dans le Yext Content. On a généré du contenu supplémentaire, on a amélioré la qualité et surtout, on a fait beaucoup d'analyses et de propositions avec eux sur la compréhension des termes qui étaient utilisés, sur les mots-clés qui étaient utilisés, sur ce que les gens cherchaient par rapport au burger. Et à partir de là, on a fait un travail de SEO classique, mais plutôt que de le faire à la main, on l'a industrialisé grâce à la plateforme Yext. Autre exemple avec Dyson. Alors ça, c'est très intéressant, le 100% que vous voyez, ou quasi 100% que vous voyez en haut. C'est que Dyson avait beaucoup de problèmes quand ils posaient des questions sur leur moteur de recherche. Il y avait énormément de pages sans réponse. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant pour un utilisateur que de se retrouver avec... alors, il y a le pire, c'est celui qui n'a rien codé, donc c'est marqué page 404. Bon, ça, il faudra éviter. Au minimum, un petit message et pas la réponse. Et par contre, c'est quand même hyper frustrant. Et là, grâce à nous, ils ont pu réduire quasiment de 100% cette problématique de pages ou de recherche sans réponse. Pourquoi ? Parce qu'on les a aidés à identifier justement ces zones, ces tendances, ces types de questions qui étaient posées par les utilisateurs. Et là, ils ont découvert qu'en fait, entre ce que eux ils avaient imaginé que les utilisateurs posaient comme question et la réalité du terrain, il y avait un énorme écart. Et donc, ils ont fait l'effort de créer tous les contenus que les utilisateurs attendaient. Aussi simple que ça. Après,
ne peut pas partager le chiffre, c'est pour ça qu'il y a une flèche, mais ça monte haut. Il y a une augmentation importante du taux de conversion. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez accompagné correctement le client, tout au long de son parcours client, à chaque étape, il est rassuré, il trouve la bonne information, au bon moment, bien expliqué, vous êtes en confiance. Et donc, comme vous êtes en confiance, vous êtes plus enclin à acheter. Que ça soit en mode e-commerce ou que ça soit en mode en se rendant en magasin, au magasin même partenaire dans le cas de Dyson. Et puis, dans ce cas particulier, on a eu 8 semaines d'implémentation entre le début du projet et la mise en ligne. Donc vous voyez qu'on ne parle pas non plus de projets complètement délirants, c'est des choses qui sont totalement réalistes dans un trimestre et qu'on peut mettre en ligne assez rapidement. À nouveau, Dyson, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème, c'est en ligne aussi à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu les deux exemples et les données que je voulais partager avec vous. À nouveau, on va retrouver effectivement nettoyer, structurer, transformer, même combat, parce qu'on s'aperçoit qu'un des problèmes que vous avez tous, c'est que vous avez de la donnée. Mais c'est extrêmement difficile de sortir la donnée de son environnement pour la mettre dans un nouvel environnement qui va structurer cette information. C'est souvent même un blocage pour vous. Pourquoi? Parce qu'il faut demander à l'IT, c'est compliqué, la qualité de la data n'est pas top, le formatage n'est pas top non plus. L'avantage, c'est que là maintenant, on a une aide pour nous aider à faire ces choses en automatique et à échelle. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, générer, enrichir, on l'a vu. Ce qui est nouveau dans ce cas-là, c'est la recherche. Là, on s'est retrouvé dans un cas où on a utilisé l'IA pour comprendre en langage naturel l'information. Alors, il y a un exemple que je ne vous ai pas présenté, j'aurais dû y penser, c'est le chatbot. On en parle beaucoup du chatbot. Nous, chez Yext, on en parle depuis 6 ans. Et pourtant, on a lancé notre chatbot que depuis 1 an et demi, à peu près. Et pourquoi on ne l'a pas lancé avant, le chatbot? Parce qu'avant, c'était les meilleurs chatbots. Au mieux, c'était un arbre de décision. C'est-à-dire, c'était un ensemble de scénarios qui avaient été pré-imaginés par l'IT et le business. Si vous étiez dans ces scénarios, ça se passait plutôt pas mal. Par contre, si vous n'étiez pas dans ces scénarios-là, alors là, c'était festival. Donc là, ça repartait au début, il nous disait des trucs, posait des questions qui n'avaient rien à voir, enfin, ce genre de trucs. Et c'est normal, puisqu'il ne sait pas réagir au contexte, il ne comprend pas en fait ce que vous lui demandez. Et là, nous, on s'est dit, waouh, l'arrivée des large language models comme ChatGPT et autres change tout, parce que ces gens-là, par contre, au conversationnel, ils sont très bons. Ils arrivent vraiment à donner l'impression qu'on discute avec quelqu'un. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et nous, on a marié en fait cette information avec la qualité de notre base de données. Et enfin, le dernier slide, un petit résumé, c'est que pour arriver à faire ça, il faut que vous ayez une approche modulaire de tout ce que vous faites au niveau technique. Il va falloir faire un effort de compréhension, je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir se relever les manches et essayer de comprendre vraiment de l'IA et tout l'impact que ça peut avoir pour vous. Et puis, il va falloir s'investir. Et quand je dis investir, c'est du temps et de l'argent, parce qu'il va falloir vraiment faire l'effort à ce niveau-là. Travaillez à fond sur votre data. Votre data, c'est votre mine d'or. C'est vous, votre data. Et donc, il faut que votre data elle soit complète, irréprochable et de qualité. Et qu'elle soit maintenue, parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on fait des efforts et on laisse tomber. Et on fait des efforts et on laisse tomber. Et donc là, la data se dégrade en permanence. J'ai vu des sourires, a priori, je ne suis pas tout seul. Donc, on a compris l'idée. D'accord? Après, vous mariez cette data avec de l'IA en choisissant le bon environnement. Et puis enfin, vous finissez ça avec une expérience utilisateur de très haute qualité. Et là, vous avez un parcours client absolument incroyable, sans couture, entre des points third party et vos propres propriétés digitales. Pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Il est passé de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte. Et au final, il est en confiance, il prend une décision et au final, il fait gagner de l'argent à la marque. Et tout ça, nous, on le fait dans un environnement, alors là, c'est un peu de technique, c'est un environnement où vraiment, techniquement, aujourd'hui, imaginez une boîte de Lego, et avec une boîte de Lego, vous allez pouvoir construire ce que vous voulez, un vaisseau spatial, une maison, ce que vous voulez. L'avantage de notre architecture aujourd'hui, c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur mesure, et surtout à votre main, et complètement aligné avec les objectifs de votre marque. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on a encore le temps pour les questions, parce qu'évidemment, j'ai débordé comme d'habitude. Mais si vous avez des questions, ce n'est pas grave. On peut en prendre une ou deux. Alors, s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Autrement, on est sur le stand. Après, vous pouvez nous voir sur le stand. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui. Sur l'exemple de la chaîne d'hôtel. L'exemple de la chaîne d'hôtel, Stade de France. Oui. C'est quoi la source derrière de cet exemple? Ah, intéressant. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que vous avez vu là, il y a deux sources d'informations. Il y a une source d'information, c'est purement ChatGPT, donc tout ce qu'il lui a mangé avec les millions et les millions d'objets qu'il a mangés. Et en l'occurrence, pour cet exemple-là, on a aussi nourri avec les informations
de la chaîne hôtelière pour lequel on avait monté le démonstrateur. C'est-à-dire qu'on a nourri, en plus, on a surchargé en fait le modèle avec les informations propres à la marque. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'IA nous sorte des compétiteurs, par exemple, dans le texte généré. C'est embêtant. Ou alors qu'il parle d'hôtels qui n'existent pas. Ou alors qu'il parle de lieux, par exemple, je dis mais le Stade de France, admettons que cette chaîne n'ait pas d'hôtel autour de le Stade de France. Bah, je ne veux pas qu'il me mente. Et je ne veux pas qu'il me dise des choses qui ne soient pas vraies. Parce que c'est le problème de l'IA. C'est que l'IA, ça affirme des choses avec beaucoup d'aplomb, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Et qui ne sont pas toujours vraies. Donc l'enjeu qu'on a aujourd'hui avec l'IA, c'est de s'assurer que vous, la marque, vous êtes en contrôle de ce qui va être produit. Que vous soyez toujours en contrôle. Donc prenons ce qu'il y a de mieux dans l'IA, essayons d'éliminer les problèmes, les hallucinations, ce genre de choses, en la nourrissant correctement, en la réglant correctement. On parlait des prompts tout à l'heure. Et là, on peut obtenir des résultats à échelle qui sont quand même super intéressants. Mais oui, on a surchargé, pour l'exemple, avec des données d'un hôtelier, en l'occurrence. C'est bon? Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci.